C'est-à-dire, c'est la religion musulmane. C'est de dire, après tout, vous voulez nous christianiser, mais nous avons une religion à vous opposer, qui vous a été opposée, qui vous a été historiquement supérieure, puisque cette religion musulmane est d'abord la dernière, elle est arrivée après la religion chrétienne, et elle a apporté la preuve, à la fois qu'elle a pu fonder une civilisation, qu'elle a pu à la fois aussi mettre en branle un moyen de comprendre comment fonctionne le monde, puisqu'elle a donné une idée de comment fonctionne le monde, la totalité, disons dans sa totalité. Donc les résistants se sont appuyés un petit peu sur cette tradition musulmane pour dire, bah écoutez, nous avons une personnalité, cette personnalité est musulmane. Voilà. Face à la christianisation, à la volonté de christianisation, nous sommes des musulmans et nous nous battons avec ces instruments. Voilà comment commence le conflit. Le conflit commence là. Et il commence aussi dans une période, quand même, il faut le rappeler pour certains, dans une période sanglante. C'est-à-dire on résiste avec tous les moyens. Tout résistant connaît, toute personne qui résiste sait que l'on résiste avec les moyens qui nous sont donnés. Alors Eric, bonjour, vous êtes immiscé dans la discussion, donc vous vouliez apporter quelques précisions à ce que disait Hamadi. Voilà. J'arrive comme un cheveu sur la soupe, Ouais. sans en avoir beaucoup, mais la France est arrivée par accident en Algérie, elle y est restée par opportunisme, elle y a amené ses révolutionnaires, à côté de ses missionnaires. Elle a d'ailleurs fait très attention de ne pas aider trop l'Église, surtout à partir de la fin du Second Empire. Et l'Algérie n'a jamais été vraiment voulue par la France, et c'est peut-être l'un des problèmes d'aujourd'hui. Mais je vous rends la parole. Oui, totalement d'accord. Il n'y a pas une histoire coloniale unique, comme il n'y a pas une identité unique. C'est-à-dire cette histoire de vouloir toujours nous imposer l'unicité de Dieu, l'unicité d'une colonie, l'unicité d'une identité n'existe pas. Le mot n'existe pas. Voilà, en plus. Le mot Algérie, parce que pour revenir au mot Algérie, l'Algérie n'existe pas. D'ailleurs, Ferhat Abbas a dit j'ai cherché l'Algérie dans les cimetières et je ne l'ai pas trouvé. C'est Alger. Algérie, c'est une île, mais même Alger, c'est une île fortifiée. Exactement. Le terme arabe, c'est une île. Oui. Et donc c'est ensuite Alger, oui. Puis ça devient l'Algérie, qui est une construction coloniale définie avec des frontières mouvantes avec le Maroc. C'est un peu la bataille d'Isly, c'est un peu Bugeaud qui finalement fixe les choses. Avec la Tunisie, c'est aussi flou. C'est pareil. Et finalement, l'Algérie est une construction de la France. Oui, on pourrait dire cela très précisément, bien sûr. C'est même la France, moi je considère que c'est la France ce qui a accouché de l'Algérie. Alors après, on est toujours trahi par ses enfants. Bien sûr. Mais les querelles de famille sont peut-être les pires. Parce que finalement, on ne peut pas rompre le lien. Oui. Une querelle de famille, un ami, on se dispute, on ne se voit plus, on n'en parle plus. Ses enfants, on ne peut pas rompre le lien. Et entre la France et l'Algérie, je crois que c'est un des problèmes aussi. On s'est fâché, on s'est quitté. On est parents. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le fils prodigue. Pour moi, l'arrivée de l'immigration algérienne, c'est le fils prodigue. Il était parti et il revient. Alors, est-ce qu'on tue le veau gras pour lui? Ou est-ce qu'on le met à la porte? Mais en plus, avec quelles intentions revient-il? Je citais tout à l'heure l'aspect démographique. C'est vrai qu'on passe assez rapidement en un siècle d'une population française qui était numériquement, puisque je parlais tout à l'heure de 32 millions d'âmes en 1830 en France, estimation de la population française, et 2 millions pour cette Afrique centrale, Afrique du Nord centrale, qu'on appellera après l'Algérie, et qui est une construction coloniale, et là-dessus on est d'accord. 2 millions, 32 millions, et aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, de 2009, on a 40 millions dans cette Afrique du Nord centrale, qu'on appelle l'Algérie, 40 millions d'âmes, et en face, toujours une population française qui est estimée à peu près, si on retire les immigrés, à 50 millions. Donc, quelque part, un rattrapage sur un siècle, un rattrapage assez important. Mais qu'est-ce qui a permis ce rattrapage? Ah, bien entendu, la colonisation.
Je veux dire, indéniablement, le fait de soigner les populations, le fait... Oui, ah oui, mais les grands noms d'Algérie. Mais la colonisation, les grands noms d'Algérie, elle se fait à la fois par les armes, elle se fait par le meurtre, elle se fait par les massacres, elle se fait par le génocide, et elle se fait aussi par le fait que... Parce que, pour rebondir sur les 700 000 Algériens massacrés par la colonisation, pour moi, le paludisme, c'était le grand éradicateur. La Mitidja, il y a un très beau livre qui a été publié en 1910 qui s'appelle Assèchement d'un marais, sur toute l'aventure de la Mitidja, qui a été subventionné. Non, il a été publié en 1947, mais sur des travaux de 1910, 47. Mais c'est très beau parce que on explique que ce sont les pasteuriens, c'est l'Institut Pasteur d'Alger qui l'a publié, mais on y a tous les travaux des grands pasteuriens, à commencer d'abord par Maillot, puis par Lavéran. Ce sont les gens qui ont vaincu le paludisme. À partir de ce moment-là, on peut installer, la Mitidja devient, alors que c'était un marais, qu'elle était inhabitée, elle devient une plaine extrêmement fertile. Après, il y a l'abbé Clément qui a inventé la fameuse qui greffe, la fameuse clémentine. Donc, pour moi, l'Algérie, c'est quand même à la fois, effectivement, il ne faut pas oublier aussi le tombeau de l'homme blanc, parce que les Européens, ils mouraient comme des mouches, et ils n'étaient pas tués par les Arabes, ils étaient tués par les maladies. La première opération contre Constantine a tourné au désastre sanitaire. Et alors, pour revenir aussi, tout de suite, la colonisation, quand même, s'entoure d'Arabes. Les Zouaves sont immédiatement créés. Bien entendu. Les Français sont à peine sortis, ils ne sont pas sortis d'Alger, qu'ils créent les Zouaves. C'est quand même extraordinaire. Après, il y a le fameux général Youssouf, qui est quand même un personnage oriental, donc Paris s'est complètement entiché. Il a parcouru tout Paris sur son cheval arabe, avec un costume oriental, et tout le monde en a été fou à Paris. Il a été reçu par l'empereur dans les meilleures familles. Donc pour moi, c'est ça qui est très paradoxal. Mais c'est pas paradoxal. C'est à la fois le fait de coloniser ou de tenter, parce que la colonisation n'a pas totalement réussi. Non, elle a même été superficielle. Elle a été sans doute dans les villages. Enfin, dans les campagnes, elle a sans doute été plus... Dans les villes, c'est différent. Les villes sont des créations des Européens, et ils font un découpage administratif, et ils imposent l'ordre. Il y avait des sous-préfectures. On y vivait comme dans les petites villes françaises. C'était assez extraordinaire. C'était Carcassonne. La topographie de la cité était dessinée sur le modèle. À Béziers ou à Carcassonne, on vivait comme en Algérie en 1910. Par contre, le fait que les gens, quand ils se déplaçaient, ils n'avaient pas l'impression d'aller ils n'étaient pas perdus. Ils avaient la même... Mais dans les campagnes, c'est sans doute moins vrai. C'est quand même beaucoup moins vrai. Mais on est toujours dans cette problématique de... Est-ce qu'on doit toujours considérer les choses comme étant blanc ou noir, comme étant... je crois qu'il faut toujours nuancer. La colonisation, elle a eu effectivement tout l'aspect négatif que je viens de décrire. Mais elle a en même temps aussi, éradiqué d'abord le despotisme existant avant la colonisation. Le despotisme qui considérait que... elle a aboli l'esclavage. Alors, un des échecs de l'Algérie, c'est la scolarisation. Il est quand même important, parce qu'il faut rappeler simplement un chiffre que j'ai en tête, que je viens d'apprendre récemment. Nous avions en 62 à peine une soixantaine d'universitaires d'origine algérienne. Oui, mais pourquoi? Les familles algériennes n'envoyaient pas leurs enfants à l'école non plus. Il y a eu un effort de scolarisation important qui a été assez maladroit souvent. Parce que soit confié à des missionnaires, soit heurtant les familles et leurs traditions. Parce que scolariser les petites filles, même en France, ça se faisait pas. Donc dans les familles maghrébines, c'était encore plus mal vécu. Il est certain. Déjà, sous Napoléon III, les familles ne voulaient pas envoyer les filles à l'école. Alors, non, mais ça c'est un aspect qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de la scolarisation. Mais ceci dit, vous faites bien de dire les familles juives ont envoyé leurs enfants. Oui. Avec, on considérait que c'était une chance, parce que c'était peut-être des gens du livre ou des commerçants. C'était peut-être pour ça. Et que les comptables, les gens qui ont une comptabilité, envoient toujours leurs enfants à l'école. Ils étaient plus pour tenir les livres. Ça s'est fait pareil avec la bourgeoisie en France au Moyen-Âge. Exact. Quand la bourgeoisie apparaît, il faut savoir lire et écrire pour tenir les comptes. Tant qu'on est noblaillot, qu'on vit à la terre, on n'a pas besoin. On tournoie, mais on ne sait pas écrire. Quand on devient bourgeois, commerçant, il faut absolument savoir lire. Il faut compter. Et pour l'Algérie, ça a dû jouer. Mais l'échec de la scolarisation est un problème énorme.